matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir François Asselineau. Bonjour François Asselineau. Bonjour Clémence Soudiakova et bonjour à tous vos auditeurs. Merci, bonjour à vous. Et je rappelle, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, que vous êtes président de l'Union populaire et républicaine et surtout candidat aux élections européennes. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord, parlons des Français, parlons notamment des agriculteurs, les pays de la France, ceux qui nous nourrissent, qui sont au plus mal depuis d'ailleurs bien longtemps, mais on en parle plus puisque eux-mêmes tirent la sonnette d'alarme. Ils ne peuvent plus supporter leurs conditions de vie et de travail. Beaucoup se suicident. Et de plus en plus d'accords bilatéraux, notamment avec l'Ukraine, font qu'ils sont totalement mis sur le banc de notre société et ne peuvent vraiment plus tenir ce rythme. On a vu l'accueil offert à Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Donc il y a crise. Comment régler cette crise et comment aussi, expliquez-nous, selon vous, les phénomènes de cette crise? Alors j'étais hier au Salon de l'Agriculture, j'ai passé toute la journée. Vous avez passé un bon moment, contrairement à Emmanuel Macron? Ah oui. Alors il y a quelque chose quand même que ça fait quand même 17 ans que j'ai créé l'UPR, que 17 ans que je vais au Salon de l'Agriculture. J'y allais même auparavant d'ailleurs lorsque j'étais auprès de Charles Pasqua, donc dans le cadre du RPF. Depuis 17 ans que j'ai créé l'UPR, les esprits ont évolué d'une façon absolument considérable, et notamment au cours des 5 dernières années. Vous savez qu'il y avait en début des années 60 2 700 000, 2 800 000 exploitations agricoles en France. On est tombé à 380 000. Depuis des années, je sonne le tocsin, si j'ose dire, pour vous faire plaisir. Bien sûr. Sur le fait que c'est toute l'agriculture familiale qui est condamnée par les traités européens. Lorsque j'étais candidat à l'élection présidentielle en 2017, je l'avais dit, on m'avait brocardé parce que j'avais cité notamment les articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc dans les grands médias, on me brocardait parce que je connaissais trop bien mes dossiers. Et je me rappelle qu'il y a encore 6 ou 7 ans, quand j'allais au Salon de l'Agriculture, il y avait très peu de gens qui me connaissaient et puis on m'écoutait poliment, mais bon, ils avaient comme arrière-plan l'Union européenne nous finance, etc. Le changement est complet. Maintenant, attendez, pour remettre les choses au clair, c'est intéressant parce que c'est quelque chose dont on parle peu dans cette crise des agriculteurs. Finalement, vous voulez dire que même les agriculteurs, après on parle de ceux qui étaient au salon, c'est souvent d'ailleurs ceux qui réussissent le mieux parce que les autres n'ont pas le temps finalement de faire le voyage et pas l'argent non plus. Donc vous dites que ceux qui étaient au salon ces dernières décennies étaient plutôt convaincus que l'Union européenne leur apportait quelque Absolument, chose. Absolument, que l'Union européenne leur apportait quelque chose, que certes il y avait des règlements qui étaient parfois un petit peu embêtants, etc., fastidieux, mais globalement, heureusement que l'Europe était là pour les financer, etc., et puis l'Europe c'était la paix, l'Europe c'était le bien-être, etc. Or, tous ces narratifs se sont effondrés. Et se sont effondrés non seulement en matière agricole, mais sur des autres sujets, notamment sur la paix, qu'on va en parler. Quand je vais au Salon de l'Agriculture comme tout le monde, je rencontre non seulement les gens qui ont des mais aussi le public. Et dans le public, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Il y a plutôt des fils ou des cousins ou des cousines d'agriculteurs ou des gens qui ont quitté l'agriculture et qui continuent à venir. Et je ne veux pas exagérer, mais j'ai eu un bon accueil, même un très très bon accueil, avec notamment un taux de notoriété pour ma personne qui a considérablement augmenté. Je ne sais pas, il y a peut-être 30%, 40% des gens qui me reconnaissaient. Certains sursautaient, n'allaient pas me voir, mais beaucoup sont venus me voir avec des selfies et puis pour me parler de la sortie de l'Union européenne et surtout pour dire en fait c'est vous qui aviez raison depuis 17 ans. Voilà. Donc là il y a un changement. Il y a eu une ouverture des mentalités, changement de mentalité, mais depuis quand? Qu'est-ce qui a fait je pense qu'il y a eu toute cette succession de coups de boutoir sur les grands narratifs qu'on avait enseignés aux gens. D'abord, je suis désolé de le dire, mais mes analyses depuis 17 ans, elles ont quand même largement percolé dans la société française. Notre chaîne de télévision UPR TV a dépassé les 94 millions de vues cumulées. Donc c'est quand même... vous savez que la chaîne de télévision d'Édouard Philippe, elle est à 67 000 vues. Alors, en cumulé, nous on est à 94 millions de vues. Bon. Donc par exemple l'idée selon laquelle l'Europe nous finance, c'est une idée maintenant que beaucoup d'agriculteurs ont compris que c'est pas vrai. Ont compris que c'est la France qui donne beaucoup plus d'argent à l'Union européenne qu'on en reçoit. Et donc si on sortait de ça, on aurait non seulement on pourrait continuer à financer directement les agriculteurs, mais en plus de ça on aurait des milliards supplémentaires. Mais il y a eu aussi d'autres phénomènes. Il y a eu l'affaire du Covid qui a d'un seul coup les agriculteurs comme le reste des Français ont compris bien que
ça n'était pas clair, qu'il y avait des magouilles qui se passaient à Bruxelles, que les contrats de Mme von der Leyen avec Pfizer, tout ça ne sentait pas bon, que les libertés publiques étaient attaquées, que les gens n'avaient plus le droit de disposer de leur propre corps. Donc tout ça était quand même... ça a choqué. Et puis il y a l'affaire de l'Ukraine. Et alors quelque chose qui est absolument ravageur, c'est les subventions données à l'Ukraine. Moi j'ai fait un tweet il y a quelques temps où j'ai fait remarquer que les 3 milliards d'euros supplémentaires que Macron a promis à Zelensky, c'était 20 fois les 150 millions d'euros qu'il avait promis aux agriculteurs. Et ça, tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit dans les stands ou que ce soit dans le public, les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Enfin, on n'a pas, comme le dit Chevènement ces jours-ci, là, on n'a pas élu les Français n'ont pas élu Vladimir Zelensky comme président de la République. Donc, il y a un sentiment d'injustice considérable. Voilà. Et puis, les gens comprennent aussi que ça va plus, quoi. L'élargissement avec maintenant une dizaine de nouveaux États, même la FNSEA, qui est quand même le soutien absolu de la politique agricole commune depuis le début, a dit quand même, a tiré la sonnette d'alarme en disant si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, c'est la fin de l'agriculture française. Et donc il y a maintenant un sentiment, je pense que ça, il faut comprendre le sentiment des agriculteurs familiaux, je parle, c'est le sentiment qu'ils sont condamnés à mort. Voilà. Hein, il y a, je crois, 30 000 ou 40 000 exploitations qui disparaissent tous les ans, et ça, ils ont le désespoir. C'est la réaction, la façon dont Macron a été accueilli, c'est la marque d'un désespoir considérable. Je ne comprends pas de ce côté-là, François Asselineau, parce que vous le dites, et moi je suis très très concernée par la cause des agriculteurs depuis toujours, mais les agriculteurs ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron. Comment on explique ce paradoxe ? Je pense que c'est un travail assez dur, le travail d'agriculteur. Je pense qu'ils passent beaucoup de temps à s'occuper de leur exploitation, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans... Et ils ont, je pense, comme beaucoup de Français, surtout en zone rurale, ils ont recours aux grands médias. Le phénomène d'aller sur des médias alternatifs comme vous, oui, ou Radio Courtoisie que vous connaissez bien, ou TV Liberté, enfin les quelques médias qui font, et je vous remercie de m'inviter parce que vous faites vraiment un travail de salubrité publique. Mais ça, c'est encore quand même un peu un phénomène des citadins, des grandes villes, des banlieues. Mais dans la France profonde, il y a encore énormément de gens, surtout des personnes un peu âgées, qui regardent TF1 et BFM et qui recrachent ce qu'ils ont entendu. Et ce qui est nouveau quand même, c'est que justement maintenant, même les médias alternatifs commencent à percoler dans ces même milieux les ruraux. médias mainstream, vous voulez dire ? Non, les médias alternatifs comme vous, même ça, on commence maintenant à voir. J'ai vu beaucoup de gens, des agriculteurs, qui m'ont dit « je vous suis, je veux vraiment continuer. » Alors, il y a un mais. Le mais, c'est que les gens, je vois bien que les gens beaucoup de gens de témoignages vraiment de grande sympathie, que j'ai apporté énormément de choses, etc. Mais il y a un mais, c'est que c'est l'ombre du Rassemblement national. C'est-à-dire que il y avait au même moment que je suis allé hier au Salon de l'Agriculture, vous aviez ce pauvre Castex qui déambulait tout seul dans les rues, plus personne ne le connaît. Madame Elisabeth Borne, semble-t-il, est passée comme une ombre. Il devait être, à mon avis, plutôt content d'être tranquille. Parce que oui, à ce moment-là, il ne fallait pas qu'il vienne là. Enfin, c'était un peu pitoyable. Donc moi, en revanche, j'avais quand même pas mal de gens qui venaient, qui me serraient la main, etc. Puis j'ai toujours très très bien été accueilli, y compris dans des fédérations professionnelles, comme la pomme, la tomate, la banane, etc., où ils m'ont raconté d'ailleurs tous, et là aussi c'est nouveau, à quel point, sur des sujets très très concrets, les handicaps que posent par exemple les réglementations européennes. C'est actuellement, par exemple, j'ai été reçu par le président de Savéol, vous savez, qui font des petites tomates cerises. Ils sont extraordinairement concurrencés par les mêmes tomates cerises qui viennent du Maroc, dans un accord de libre-échange où le gouvernement français ne peut absolument rien faire pour les protéger. Il y a quand même 3700 emplois qui sont menacés en France. Pourquoi on fait des accords de libre-échange à tout va, comme ça, qui servent toujours les autres et jamais nous ? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est le problème du paradoxe européen. Il n'y a pas d'intérêt européen. Si vous êtes suédois, si vous êtes finlandais, danois, vous mais fichez... l'Ukraine, c'est même pas européen, c'est français. On fait des excès de zèle. Oui, non, mais si vous êtes dans un pays du Nord, vous fichez que les tomates soient produites au Maroc ou en France.
Si elles sont 5 fois ou 10 fois moins chères au Maroc, vous prenez le Maroc. Tandis que les Français, ils ont un intérêt fondamental à défendre leur emploi et leur production. Donc il n'y a pas d'intérêt européen. C'est toujours le même paradoxe. Hein. Comme disait Bismarck, wer von Europa spricht, hat Unrecht. Alors, on a besoin de votre traduction. C'est-à-dire qui parle d'Europe ment. Ça n'existe pas. C'est un concept faux. Chaque État a ses propres intérêts et des intérêts divergents. Et actuellement, on favorise d'une façon éhontée l'Ukraine au détriment de la France pour des raisons géopolitiques qui sont d'ailleurs décidées outre-Atlantique. Alors, je voulais revenir à ce que je disais, c'est que le succès que j'ai eu n'est rien par rapport à l'insuccès qu'a eu Emmanuel Macron. Oui, à l'insuccès. Alors ça, je n'ai pas vu une seule personne qui ait dit du bien de Macron. Il est vraiment considéré même comme un... Enfin, les gens ont des mots très très violents, hein, comme un cinglé, comme un salaud, comme quelqu'un qui nous emmène à la guerre. Enfin, on va en reparler sans doute tout à l'heure. Oui. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est l'hypermédiatisation du Rassemblement national. Oui. Et donc... ça vous gêne? Ben oui, parce que... Hypermédiatisation, vous voulez dire? Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y ait pas de débat. Le fait qu'il soit très apprécié ou le fait que les médias jouent le jeu de la médiatisation? Le fait qu'on présente et les agriculteurs, malheureusement, vont retomber dans un nouveau panneau, après tomber dans le panneau... Vous considérez que c'est un panneau? Ah oui, c'est un faux opposant. Écoutez, pourquoi? Moi, normalement, par exemple, il y a un syndicat qui s'appelle la Coordination Rurale qui me recevait régulièrement. Cette année, on ne m'a pas reçu. Et il y avait quoi? Au moment où j'y étais, il y avait un débat avec Mme Edwige Diaz du Rassemblement national. Il y avait un autre débat avec M. Julien Audoul du Rassemblement national. Voilà. Et avec des médias qui étaient là, il y avait tous les grands médias mainstream qui étaient là à faire mousser ça. Donc ça veut dire qu'actuellement, loin d'être un opposant, M. Bardella... De toute façon, on nous installe déjà le duel Attal-Bardella. Et puis, il faut bien comprendre, et ça je m'adresse ici à toutes les personnes qui m'écoutent, c'est que la stratégie de l'oligarchie qui tient les grands médias a fait son choix. Ils ont décidé que ça va être le phénomène Meloni. C'est-à-dire, comme en Italie, on fait croire aux Français que le Rassemblement national, ça serait terrible. Mélanie, ce serait plutôt Éric Zemmour. Elle était plus identitaire. C'est du pareil au même, si vous voulez. C'est-à-dire que dans tous les cas, on fait croire aux Français, on raconte régulièrement que le Rassemblement national, ce serait l'extrême droite qui fait très peur. Les mêmes, d'ailleurs, qui disent ça, Macron ou bien ou bien le Renaissance, qui par ailleurs se sont arrangés pour que M. Chenu, par exemple, ait un poste de vice-président à l'Assemblée nationale. Tout ce petit monde rigole à la buvette de l'Assemblée nationale. C'est un théâtre d'ombre. En réalité, monsieur Bardella, je suis désolé de le dire, mais j'aimerais qu'on ait un débat sur le fond. C'est exactement Macron. C'est un Macron 2.0. Voilà. Et Madame Marion Maréchal, c'est Mélanie 2.0. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne s'attaquent à rien de ce qui est structurel. Monsieur Bardella, comme Madame Marion Maréchal, sont pour l'Union européenne, pour l'euro, pour l'OTAN, pour l'Ukraine, contre la Russie, etc. Il me semble que le groupe que rejoindrait le parti Reconquête est anti-PAC, par exemple. Il y a quand même des éléments... Non mais Reconquête, Madame Marion Maréchal a proclamé quasiment sa flamme à Madame Meloni. Je rappelle que Madame Meloni, moi je suis allé en Italie il y a 3 semaines. On a signé un accord avec un nouveau mouvement politique qui s'appelle Democrazia Sovrana e Popolare et qui est un peu un clone de l'UPR. Je vais vous dire qu'en Italie, il y a énormément d'électeurs de Madame Meloni qui se sentent complètement trahis. Bien sûr. Madame mais Meloni on ne peut pas appliquer ce qui s'est passé à l'Italie à un choix politique français qui n'est pas encore arrivé. On ne peut pas faire de la prédiction de... Mais si, justement. C'est justement ça que c'est tout l'intérêt d'une analyse politique, c'est ça. Lorsque Tsipras en Grèce était devenu Premier ministre en 2016, j'avais été le seul à dire, vous allez voir, les Grecs vont se sentir floués. Pourquoi ? Parce qu'ils restaient dans l'Union européenne, dans l'euro, dans l'OTAN. Donc vous dites... Voilà. Et quand Madame Meloni est arrivée présidente du Conseil, j'ai dit la même chose. À droite, vous aviez Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Zemmour, etc. Même Monsieur Ciotti. Attendez, parce que Dupont-Aignan, c'est pas la même chose. Non, mais ils avaient tous dit. Souverainiste, lui. Oui, mais ils avaient tous dit que c'était formidable, que Madame Meloni, c'était enfin un grand changement. J'avais été le seul à dire, vous allez voir dans 6 mois. Parce que sur quoi vous vous fondiez pour annoncer entre guillemets retournement de veste de Giorgia Meloni? Mais parce si vous voulez, ce sont des cases à cocher. À partir du moment où vous dites que vous êtes pour l'Union européenne, pour l'euro, pour l'OTAN, c'est terminé. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous êtes obligé au sens... Changer de l'intérieur, faire évoluer en expliquant que la France a quand même un certain pouvoir au sein de l'Union européenne. Oui, mais ça c'est le grand bobard de l'autre Europe. J'ai expliqué que l'autre Europe, ça ne peut pas exister. L'Europe des nations.
Oui, je vois des gens qui disent ça, on va faire un rapport de force. La Hongrie avec la Hongrie, non? Regardez la Hongrie s'est couchée sur l'OTAN, la Hongrie a fait entrer la Suède. Monsieur Orban, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il joue un petit peu les poils à gratter, mais au dernier moment... Il arrive quand même, quand on regarde l'état de la Hongrie, il arrive quand même à remonter la pente. La natalité remonte. Alors, il a une politique nataliste, c'est exact, qui est, je ne dis pas qu'on ne peut rien faire, mais fondamentalement, la Hongrie est embarquée dans le même bateau. Je vais vous prendre un exemple que dans nous. l'autre sens. Alors, je voulais qu'on continue sur les agriculteurs, mais on va le refaire après. D'accord pour l'exemple de Giorgia Meloni, mais quand vous regardez, si vous dites, OK, il faut absolument décocher autant UE, et puis je ne sais plus ce que vous avez dit d'autre, et l'euro pour qu'on puisse faire quelque chose. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec le Brexit, vous voyez bien que finalement, aujourd'hui, l'Angleterre n'est pas non plus la nation souveraine et qui remonte la pente comme on aurait souhaité, comme on aurait pu l'imaginer. Alors, il y a trois choses à dire. Parce que peut-être que c'est pas qu'une question aussi de méthode et de Brexit ou de Frexit. Alors, il y a quand même trois choses à dire sur l'affaire Brexit. La première, c'est qu'on fait croire aux Français que ce serait une catastrophe, le Brexit. C'est un mensonge. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tous les indicateurs macroéconomiques sont meilleurs au Royaume-Uni qu'en France, à commencer par le chômage. Moi, je parlais plutôt du côté de l'arrivée des migrants, etc. Enfin, finalement, on voit que les choses annoncées et la protection de la nation n'est pas forcément assurée. Attendez. Déjà, ce que je disais, c'est qu'en matière économique, c'est mieux. Deuxièmement, il y a quelque chose qu'il faut c'est vraiment... mieux ou ça pourrait être mieux, il faut attendre un peu. Deuxièmement, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que le Brexit n'a pas totalement eu lieu, n'a pas vraiment eu lieu. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a eu un référendum. Les Anglais ont voté pour le Brexit. Et ensuite, qui est-ce qui a mis en œuvre? L'oligarchie qui est contre le Brexit. C'est un peu comme si en France, il y a des gens qui disent qu'il faut faire un référendum pour la sortie de l'Union européenne. Mais imaginons que les Français votent oui pour le Frexit, ce que d'ailleurs avait pronostiqué Macron lui-même en 2018 lorsqu'il était rendu au Royaume-Uni. La BBC lui avait demandé qu'est-ce qu'il en pensait. Il disait qu'il penserait que les Français voteraient pour le Frexit. Ça a été complètement enlevé d'Internet. Il y a eu du nettoyage parce qu'il a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Mais imaginons qu'il y ait un référendum, qu'il y ait une majorité de Français qui votent pour le Frexit. Qui est-ce qui mettrait en œuvre ça? Macron et Attal. C'est ça qui s'est passé au Royaume-Uni, si vous voulez. C'est-à-dire que nous avons des gens qui sont les représentants. Normalement, le Brexit aurait dû être mis en œuvre par Nigel Farage. Il a été mis en œuvre par des gens qui fondamentalement sont représentants de la grande bourgeoisie conservatrice britannique qui fondamentalement n'est pas tellement d'accord. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il y a des centaines de lois qui ont été imposées au Royaume-Uni venant des directives européennes qui n'ont toujours pas été abrogées. Ça veut dire également un troisième point fondamental. Mais sur le contrôle migratoire, par exemple. Attendez, troisième point fondamental, c'est que le Royaume-Uni reste dans l'OTAN. Nous, on a bien dit qu'on voulait sortir de l'OTAN. Donc le Royaume-Uni reste dans l'OTAN, et pas des moindres, puisqu'on sait que c'est Boris Johnson lui-même qui a fait capoter le projet de paix en 2022 entre l'Ukraine et la Russie. Et ils sont donc partie prenante aux sanctions contre la Russie, avec les faits négatifs que ça peut avoir. C'est pour ça que le Brexit, même si la situation est meilleure actuellement qu'en France, il faut bien comprendre que le fait de sortir de l'Union européenne n'est pas en soi un gage de réussite parfaite si vous n'avez pas, si vous n'avez pas quelqu'un qui mène les politiques appropriées. Oui. Donc la différence, vous parlez de l'immigration. Vous savez que l'immigration, par exemple, la grande différence entre le Royaume-Uni et la France, c'est que le Royaume-Uni peut décider maintenant librement de sa politique migratoire. Et donc ils ont décidé quoi? Ils ont décidé, notamment la ministre qui était chargée de l'immigration, ministre de l'Intérieur, qui était elle-même d'origine immigrée, puisque souvent ce sont les personnes d'origine immigrée qui sont les plus dures contre les nouveaux migrants, qui avait signé un accord pour envoyer au Rwanda, en Afrique de l'Est, les migrants qui sont arrivés au Royaume-Uni. Mais qui est-ce qui a fait capoter ça? En fait, c'est à la Chambre des communes et à la Chambre des Lords, ce sont des Britanniques qui, motivés par je ne sais pas quelle idéologie, ne veulent pas justement que cet accord se concrétise. Oui, mais donc on arrive au problème. C'est-à-dire que le Frexit, le Brexit n'est pas la panacée. Mais c'est le point fondamental sans lequel rien n'est possible. Parce que nous, de toute façon, en France... Mais c'est la question de l'œuf ou de la poule, si vous voulez. Ah non. Mais il faut aussi d'abord avoir quelque chose qu'on veut défendre, et une certaine idée de la France, pour parler de la France, ou une certaine idée de l'Angleterre, pour pouvoir ensuite mettre en place la méthodologie. Non, il faut d'abord commencer à être libre, pour ensuite... Si vous voulez, c'est comme il y a des gens, je me rappelle... Oui, mais si vous êtes libre et vous faites n'importe quoi... Mais c'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ensuite... Je parle pas de la France, je parle pas de vous. Non, mais par exemple, écoutez,
vous avez les gens style Zemmour, Marion Maréchal ou Bardella qui nous expliquent qu'on va voir ce qu'on va voir quand ils seront là en matière migratoire. Mais ils feront la même chose que Mélanie. C'est-à-dire que Mélanie, elle a été élue par les Italiens sur le thème plus d'immigration. Et qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend qu'elle va faire passer, elle va donner 452 000 titres de séjour à des nouveaux migrants au cours de l'année 2024. C'est-à-dire qu'elle fait augmenter l'immigration par rapport à Mario Draghi. Pourquoi il en est ainsi ? Parce que, à partir du moment où vous restez dans l'Union européenne, vous êtes obligé, au sens fort, obligé, c'est-à-dire par la loi, obligaré, obligé d'appliquer les traités européens, donc notamment Maastricht. Et notamment Schengen. Par sa dette aussi. Alors par la dette, bien sûr. C'est-à-dire que vous savez que c'est quelque chose qui est largement caché. Sur les questions migratoires, puisqu'on en parle, il y a eu en 2023 3 850 000 nouveaux migrants qui sont venus s'installer en Union européenne. Mais là-dessus, vous en avez 350 000 qui sont des migrants illégaux et 3 500 000 qui sont des migrants légaux. C'est-à-dire que 90% des migrants qui viennent s'installer en Union européenne chaque année sont des migrants légaux, c'est-à-dire qu'ils ont des titres de séjour qui sont donnés par un des 27 pays. Et ensuite, avec l'espace Schengen, ils circulent librement. C'est-à-dire que si vous restez dans l'Union européenne, je vois que souvent le Reconquête se focalise sur le SOS Méditerranée, etc., les migrants illégaux, mais c'est 10%. C'est 90% sont des migrants légaux qui viennent s'installer en Union européenne chaque année. Et la politique de la Commission européenne, c'est de monter à 4 millions de migrants légaux par an. Ça veut dire une France de nouveaux migrants dans l'Union européenne tous les 16 ans. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parmi ces migrants, un certain nombre viendront s'installer en France. Donc vous ne pouvez pas sortir de Schengen, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire un rapport de force, parce que comme vous l'avez dit vous-même, comme nous sommes dans l'euro, comme en plus de ça les pays du Sud ont des dettes considérables, justement parce que l'euro les pénalise, eh bien il suffit d'avoir un coup de téléphone de pression de la Banque Centrale Européenne en disant attention, si vous ne filez pas d'où, on va arrêter de racheter sur le marché secondaire des obligations. Et puis quand on voit l'état de la dette française, je sais qu'on est tenu. Et donc vous allez avoir les taux d'intérêt qui vont exploser. C'est pour ça que c'est un tout, si vous voulez. Mais alors, si on continue un tout petit peu votre scénario, on se dit, OK, on se lance dans le vide, Frexit, mais après, on sait très bien, on a vu comment ça s'est passé avec l'Angleterre d'ailleurs. Hein. Tous les pays leur ont tourné le dos, exprès aussi, pour les punir de ce Brexit et empêcher de signer des contrats. Donc on aura la même chose, nous, Français. Non. À part peut-être la Suisse. Non, ça fait partie des légendes urbaines. Le Royaume-Uni a signé des accords de coopération avec d'abord l'ensemble, beaucoup des pays du Commonwealth, rien moins que l'Inde, l'Australie, l'Afrique du Sud, le Canada, etc. Donc ils ont d'accord. Moi, je vous parlais des pays de l'Europe. Mais même, si vous voulez, ça fait partie des légendes. Il y a des gens qui pensent qu'à partir du moment où on serait sorti de l'Union européenne, on deviendrait comme au Carmel, on serait enfermé, on serait coupé du reste du monde. Mais qui a jamais dit ça ? Alors, la Suisse, elle exporte considérablement vers les pays de l'Union européenne. Donc la France continuera à exporter vers les pays de l'Union européenne et vers le reste. Donc il faut arrêter de croire. La Nouvelle-Zélande, elle a signé un accord de libre-échange, elle n'appartient pas à l'Union européenne. Donc il faut arrêter. Vous savez très bien comment fonctionne l'Union européenne aujourd'hui. L'Union européenne d'Ursula von der Leyen, je ne suis pas sûr qu'elle voit comme une amie la France du Frexit. L'Union européenne est traversée de conflits considérables. On voit que on est dans l'Union soviétique finissante, c'est-à-dire que ça tire à hu et à dia, même plus que l'Union soviétique, c'est le camp socialiste finissant. Et on voit bien que tout ça est en train de partir. Alors quand va arriver la chute du mur de Berlin ? Alors ça, nul ne sait le jour ni l'heure, comme on dit dans les Saintes Écritures, mais on sait bien que tout ça ne tient pas la route. On l'a vu d'ailleurs sur l'affaire de la déclaration intempestive de Macron sur l'affaire ukrainienne. Donc on voit bien que, je reviens à la citation de Bismarck de tout à l'heure, un intérêt européen, ça n'existe pas. Voilà. Il y a des intérêts nationaux et pendant 60 et quelques années, on a fait croire qu'il y avait un intérêt européen commun, mais ça n'est pas vrai. L'intérêt, par exemple, je parlais de mes tomates, l'intérêt des pays du nord de l'Europe, ça n'est pas d'acheter 10 fois plus cher ou 5 fois plus cher les tomates françaises par rapport aux tomates marocaines. Non, l'intérêt des gens, c'est d'acheter une tomate marocaine moins chère quand on est dans un pays qui ne produit pas de tomates. Voilà. Et c'est la même chose sur tous les sujets. Je me rappelle, quand j'étais aux affaires, il y avait une négociation commerciale multilatérale qui avait été engagée par les Britanniques, puisque les Britanniques souvent se plaçaient aux bons endroits. Et donc, il avait été échangé la suppression des quotas textiles
chinois, c'est-à-dire que désormais la Chine pourrait envoyer tout ce qu'elle voulait comme produit textile en Union européenne, et c'était échangé par le négociateur britannique Sir Léon Brittan à l'époque, c'était échangé par l'ouverture du marché chinois à la compagnie Lloyds, la compagnie d'assurance britannique. C'est-à-dire que vu de Londres, c'était formidable, c'était gagnant-gagnant. Ils imposaient la plus ancienne compagnie d'assurance du monde, les Lloyds, qui remonte à 1570 ou quelque chose comme ça, en Chine. Donc sur les marchés financiers, sur les produits financiers, donc c'était des produits d'avenir. Et par ailleurs, les Anglais pouvaient importer tout ce qu'ils voulaient à très bas coût en produits textiles venus de Chine. Ils n'ont plus d'industrie textile. Donc c'était gagnant-gagnant pour les Britanniques. Mais par exemple, pour les Français et les Italiens, nous, c'était perdant-perdant. Parce qu'on voyait passer le train des assurances britanniques aller s'installer en Chine, et nous, on avait des compagnies d'assurance qui n'en bénéficiaient pas. Et par ailleurs, on détruisait notre propre industrie textile. Donc si vous voulez... Une question juste à ce sujet, François Asselineau, parce que vous avez tout à fait raison. J'ai l'impression que les Français sont toujours les grands dindons de la farce. Oui. Parce qu'on peut se dire qu'il y a aussi des pays comme l'Allemagne qui savent tirer intérêt de l'Europe. Est-ce qu'on ne pourrait pas rester dans cette Europe, mais savoir tout simplement profiter du système, comme font d'autres pays? Oui, mais alors là, on touche du doigt autre chose que j'explique depuis des années, c'est que les peuples sont différents. Nous n'avons pas les mêmes histoires, nous n'avons pas la même religion, la même langue, la même histoire, la même anthropologie sociale, les mêmes traditions politiques, etc. Nous, la France, on fait partie des pays, j'allais dire, formés pendant des siècles par le catholicisme romain. C'est-à-dire des pays de dogme. Oui. C'est-à-dire que chez nous, les Français, ils aiment bien avoir des idées générales. Vous savez ce qu'avait dit Jean-Jacques Rousseau un jour? Il avait dit « Les idées générales sont la source des plus grandes erreurs des hommes. Oui. » Donc en France, si vous voulez, on dit « Oh ben l'intendance suivra, etc. » Et puis on a une vision de l'avenir. On se dit « Je dois être un grand Européen, donc je vais... » Et on prend des décisions qui sont contraires à l'intérêt national. Je le rappelais dans une interview récente, c'était Sir Christopher Soames, qui était le gendre de Churchill, qui était ambassadeur du Royaume-Uni en France sous De Gaulle, qui avait eu cette parole que vraiment tous les auditeurs devraient méditer. Il avait dit « Il faut toujours nommer un Français à la tête d'une organisation internationale parce que c'est le seul qui ne défend jamais les intérêts de son propre pays. » Voilà. Génial. Voilà. Les pays du nord de l'Europe sont des pays qui ont rejeté le magistère. Oui, ont rejeté le magistère de Rome à la Renaissance. C'est des pays qui sont devenus protestants. Protestant, ça ne veut pas dire protester, ça vient de protestare en latin, qui veut dire témoigner. Témoigner de quoi? Des Saintes Écritures. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très, très pragmatiques. Ils sont revenus après Luther, ils ont regardé les Saintes Écritures, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ils se sont aperçus que l'achat des indulgences, comme sous les Borgia, c'est-à-dire en moyennant finance, on était sûr d'aller au paradis, tout ça, c'était de la foutaise, ça n'existait pas dans les Saintes Écritures. Donc ce sont des gens qui voient très très précisément, très concrètement leurs intérêts. Et effectivement, plus vous montez vers le nord, plus vous avez des peuples qui ont rejeté d'ailleurs cette affaire. En fait, regardez les pays vikings. Pour compléter ce que vous dites, finalement, vous critiquez notre vision universaliste. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les Français, il y a ce côté effectivement... Le coq gaulois, vous savez, qui fait cocorico avec les pattes qui sont dans le tas de fumier. D'ailleurs, les lumières, quand même, aussi. Oui, beaucoup, les Allemands, par exemple, brocardent souvent la superficialité française. On est le coq gaulois. On le retrouve d'ailleurs, on va peut-être parler de l'affaire de l'Ukraine. Oui. Je ne sais pas, on y parle. Si, on va en parler, oui. Actuellement, par exemple, vous savez, j'invite les auditeurs qui sont intéressés par l'histoire à essayer de relire ou de s'informer sur la façon d'un des plus grands désastres historiques de la France, de toute son histoire, c'est la guerre de 1870. Qui a été un désastre absolu, qui a fait la chute du Second Empire et qui a amené la partition, enfin l'Allemagne bismarckienne qui a mis la main sur l'Alsace et la Moselle, ce qui a été une pomme de discorde, qui nous a mené à la Première Guerre mondiale, puis à la Seconde Guerre mondiale. L'esprit de revanche des Allemands. C'est un désastre absolu. Comment est arrivée la guerre de 1870 ? Alors racontez-nous. Ça, c'est vraiment fondamental. Et Macron, il ferait bien d'y réfléchir. Ça s'est produit dans un contexte général où le régime de Napoléon III était contesté à partir de 1864-65. Il y avait quand même des mouvements républicains. Donc, il y avait déjà un mauvais sentiment. Deuxièmement, Napoléon III avait réussi à se mettre à dos un peu tout le monde. Il avait un peu négocié avec Bismarck, qui voulait mettre la main sur une partie de la Belgique et du Luxembourg. Bismarck avait ensuite filé l'information aux Belges ou les Luxembourgeois. Donc, du coup, les Belges et les Luxembourgeois
luxembourgeois avaient dit ils sont en train de nous faire un enfant dans le dos, etc. La diplomatie brouillonne qui nous avait brouillé avec tout le monde. C'est exactement la diplomatie de Macron. Ensuite, il y a eu une espèce de volonté comme ça de jouer les cocoricots et de se dire qu'on allait empêcher la Prusse d'encercler la France parce qu'il y avait une succession au trône d'Espagne, il y avait un Allemand qui avait fait, comment dirais-je, qui avait fait savoir qu'il était partant pour être sur le trône d'Espagne. Je crois que c'était un Hohenzollern-Sigmaringen, et puis qui finalement avait dit « bon d'accord, je ne le prends pas ». Et c'est arrivé à ce moment-là ce qu'on a appelé la dépêche d'Ems, c'est-à-dire que Bismarck, qui était un type très intelligent et qui avait dit de Napoléon III « c'est une grande incompétence méconnue », Bismarck avait dit « on va aller secouer le chiffon rouge devant le taureau français ». Il a fait une dépêche suite à un pseudo-incident diplomatique entre l'ambassadeur de France, le comte de Benedetti, et le prince, et le roi Guillaume de Prusse, qui s'était passé à Bad Ems, donc dans une ville d'eau, où il y aurait eu le roi de Prusse n'aurait pas traité très bien l'ambassadeur de France, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs. Ça a échauffé les esprits. Et les esprits français ont dit on va faire la guerre à la Prusse. Voilà. Sans se rendre compte de l'état de la situation. C'était une espèce de propos comme ça en l'air, superficiel. Là, vous faites un parallèle avec Emmanuel Macron et sa, entre guillemets, déclaration de guerre. En tout cas, j'exclus pas d'envoyer des hommes. On est dans la même situation. Vous savez que le 18 juillet 1870, lorsque la France déclare la guerre à la Prusse, on a 265 000 hommes sous les drapeaux, c'est une espèce d'armée de métier. Les Allemands en ont 500 000. Et avec les conscrits, on arrivera progressivement jusqu'à 800-900 000, pendant que ça, les Allemands seront à 1,2 million. Les Allemands, en plus de ça, viennent de battre le Danemark en 1864, viennent de battre l'Autriche en 1866 avec la bataille de Sadova. Oui, donc super entraînés. Ils sont très entraînés, alors que la France est complètement désemparée. On a été battu au Mexique. Donc, on est dans la même situation face à la Russie en ce moment, est super entraînée. Mais vous pensez vraiment, sérieusement, vous pensez, deux choses, que Emmanuel Macron veut vraiment faire ça ou c'est juste pour faire contre-feu diversion de son chaos au salon de l'agriculture, et deux, est-ce que si jamais c'était sérieux, est-ce qu'il peut vraiment envoyer des troupes et est-ce qu'on peut vraiment se retrouver sur le front frontalement face à la Russie? Alors j'espère que l'armée française, que les plus hauts gradés, que l'état-major relativement isolé sur ces questions. Oui, mais complètement isolé. Écoutez, moi on a quand même Kouchner. Il a sa petite armada à côté de lui. Oui, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Nicolas Tenzer qui a table ouverte sur France Info. Il a eu 33 minutes pour expliquer aux Français qu'il fallait envoyer des troupes. Voilà. Qui est ce monsieur Tenzer d'ailleurs? Il appartient à un think tank qui s'appelle CEPA, qui est financé par tout le lobby militaro-industriel américain. C'est-à-dire, et puis la CIA. On a en France des agents de la CIA ou des agents très proches des intérêts américains, Nicolas Tenzer, monsieur Glucksmann, etc., qui ont table ouverte. Monsieur Raphaël Glucksmann, qui est, paraît-il, candidat du Parti Socialiste, il a eu droit aux 20 heures de TF1 pour expliquer, en gros, ce qu'expliquait Émile Ollivier, le faisant fonction de Premier ministre de Napoléon III, c'est-à-dire que la fleur au fusil, il manquait pas un bouton de guêtre pour aller face attendez, on est agent des Américains peut-être, on a des agents des Américains peut-être, mais on va encore plus loin que les Américains, parce que les Américains eux-mêmes freinent sur ces questions ukrainiennes. Et puis d'ailleurs, une réaction, ça m'intéresse vraiment là-dessus, vous avez quand même toujours une analyse intéressante sur ce qui se passe à l'international. Après, il faut vraiment qu'on parle des listes européennes. Il ne nous reste pas tant que ça. Mais une réaction quand même sur cette annonce des bases américaines qui se trouvent en Ukraine par le New York Times. Eh bien, c'est la confirmation de ce que personnellement je ne cesse de dire, c'est que la présentation que l'on fait du conflit en Ukraine aux Français est fausse. Le moteur, le premier moteur, celui qui est à l'origine du problème, ce n'est pas la Russie, ce sont les États-Unis d'Amérique et c'est l'OTAN. C'est-à-dire que qu'est-ce que diraient les Français si on apprenait qu'il y avait 10 bases du FSB russe qui étaient autour des frontières françaises? Que diraient les Américains si la Russie avait mis 12 bases des services secrets russes le long du Rio Grande face à l'Arizona ou Texas? Eh bien, ils feraient exactement ce qui s'est passé pendant la crise des missiles de Cuba avec Kennedy. C'est-à-dire qu'il sommerait la Russie de dégager. Donc là, il faut bien comprendre que celui qui est agressé dans l'affaire, la Russie était dans son bon droit. Elle est dans son droit de grande puissance, de superpuissance, qui estime qu'elle doit avoir un espace de protection et qui a fait l'objet
depuis l'affaire du Maïdan, de politique d'ailleurs de bombardement du Donbass, etc., de discrimination, et on présente aux Français une vision, un narratif qui ne correspond pas à la réalité. De la même façon que lorsqu'on présente Poutine comme un nouvel Hitler qui voudrait envahir toute l'Europe l'une après les autres, mais on est dans le fantasme pur. D'abord parce que, comme l'a très bien dit Emmanuel Todd récemment, la Russie est un pays qui est sous-peuplé, donc ils n'ont pas besoin, c'est le plus grand pays du monde. Deuxièmement, s'ils sont intervenus au Donbass et en Crimée, c'est parce qu'ils avaient des populations russes qui étaient martyrisées en définitive. Et puis parce qu'ils savaient aussi qu'il y avait cette installation des bases de la CIA et que ça préfigurait une invasion peut-être de l'Ukraine. Donc on est dans l'inversion accusatoire sur cette question. Quand je dis ça, je ne dis pas que le régime de Vladimir Poutine c'est un régime fabuleux. Je dis simplement que la Russie, quand on présente la Russie comme ose le dire M. Séjourné, notre ministre des Affaires étrangères qui ne sait pas parler français et qui n'a aucune compétence pour être ministre des Affaires étrangères, quand il ose dire que la Russie est agressive, ou c'est également ce qu'a dit M. Lecornu, mais enfin c'est incroyable. Qui est-ce qui envoie des armes qui sont des armes, des missiles qui peuvent frapper le territoire russe? François Asselineau, comment vous expliquez que depuis le début de déclenchement de cette guerre, on n'ait pas eu un homme politique, je parle, qui aujourd'hui au Parlement ou ailleurs, et puis au gouvernement, ait pris la parole pour dire attention, on se trompe d'analyse. Mais parce que c'est pestiféré. Nous sommes dans une société qui n'est plus une société démocratique. Nous sommes dans une société d'intimidation générale. Et à partir du moment où vous vous dites, comme il y avait quelques esprits en 1870 qui tiraient la sonnette d'alarme, qui disaient, vous savez que c'est Napoléon III qui avait pris le commandement en chef, il était complètement incompétent. Il y avait des gens qui disaient, nous sommes complètement dans un état d'impréparation complet, on ne leur donnait pas la parole. Et comment s'appelle-t-il Jaurès, en juillet 14, a été assassiné parce qu'il voulait justement empêcher le déclenchement d'une guerre qui risquait d'être funeste. En France, nous avons, et là je me permets de le souligner encore, il y a une responsabilité considérable des pseudo-opposants, puisque je rappelle que Madame Le Pen, M. Bardella, M. Zemmour, Madame Marion Maréchal, M. Ciotti, M. Mélenchon, M. Faure, etc., le ELV, et tous les pseudo-opposants sont tous pour le narratif de l'Ukraine agressée par la Russie. Non, Jean-Luc Mélenchon un peu moins. Certains ont tenté au départ d'avoir un autre discours. Rappelons-nous d'Éric Zemmour, ça lui est tombé dessus. Lui, en tout cas, il explique la chute de sa notoriété à partir de ce moment-là pendant la campagne pour la présidentielle. Mais attendez, on a quoi? On a affaire à des hommes d'État ou on a affaire à des animateurs de télé? Moi, je me fiche éperdument que les grands médias me boycottent. J'y trouve même une preuve de la vérité de ce que je dis. C'est que si ce que je disais était sot, si ce que je disais pouvait être facilement contredit, je serais invité comme Madame Sandrine Rousseau, qui fait rigoler tout le monde. Je serais invité. Si je suis à ce point boycotté, c'est parce que, comme me l'avait dit un grand journaliste une fois, il m'avait dit, on ne vous invite pas parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre, parce que vous connaissez vos dossiers, parce que vous savez exactement ce qu'il faut répondre, et on ne sait plus quoi vous répondre. C'est quand même un peu embêtant pour le vote après. Ah ben oui. Alors parlons-en du vote justement. Alors vous présentez les élections européennes. D'abord, quel est votre objectif et avec qui vous vous présentez? Alors, on fait une liste qui s'appellera très probablement à Asselineau pour le Frexit, pour la souveraineté nationale et pour la paix. Parce que nous sommes... Ça fait depuis 2 ans que je dis il faut arrêter ce système, il faut arrêter d'aller vers la guerre, mais tout en ce moment est en train de nous entraîner vers la guerre, avec notamment ces déclarations insensées de Macron. Vous me permettrez d'ailleurs de souligner que Macron n'a pas d'enfant, Gabriel Attal n'a pas d'enfant, Séjourné n'a pas d'enfant. Alors, je ne connais pas la vie privée de M. Lecornu parce qu'il n'en fait pas étalage comme les 3 précédents. Mais enfin, on a quand même affaire à des gens qui sont jeunes et qui sont d'une totale inexpérience pour la plupart d'entre eux. Et donc, c'est quand même gravissime. Moi, je n'ai pas envie que mes enfants, mes petits-enfants soient embarqués dans un truc où il y aurait des millions de morts, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand même. Alors, ça, c'est notre liste. Donc, on va assister sur ces aspects. Ça sera une liste de large rassemblement, mais pas les trucs du style on fait des alliances d'appareils avec un tel. Non, ça, je ne veux plus entendre parler. Mais ça veut dire quoi? Attendez, large rassemblement, ça veut dire quoi? Si vous ne voulez pas d'alliance d'appareils, ça veut dire, en gros, pas de Nicolas Dupont-Aignan, pas des patriotes Florian Philippot, pas d'un éventuel Georges Kuzmanovic ou... Mais attendez, j'ai créé un parti politique il y a 17 ans pour sortir de l'Union européenne. Bon, normalement,
les gens qui partageaient cette opinion auraient dû nous rejoindre. Bon, ils ne l'ont pas fait. Non, mais là, bon, si on il y a des gens propose qui disent non, mais monsieur, pour parler de monsieur Philippot, 10 ans après, il a créé un parti politique contre nous, en plagiant 90%, et pour essayer de nous tuer. Je n'ai pas inventé qu'il a été reçu par monsieur... vous croyez que l'objectif de Florian Philippot, c'était de vous tuer? Oui, absolument. Il a été reçu, je n'ai pas inventé qu'il avait été reçu par, comment il s'appelait, Jean-Jacques Bourdin, donc en début 2018, et qui avait dit, mais vous proposez le Frexit, est-ce que vous êtes le seul? Et monsieur Dupont-Aignan, monsieur Philippot a dit oui, nous sommes les seuls. Et il avait joué d'ailleurs sur son hypermédiatisation. Alors ça peut être de la vieille histoire, mais le problème n'est pas là. Oui. Le problème, c'est que vous ne faites pas alliance avec des gens en qui vous n'avez pas confiance. Oui, ça, c'est certain. Monsieur Dupont-Aignan, il n'a jamais proposé la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il propose maintenant un Bruxit, ce qui ne veut rien dire, absolument rien dire. Moi, vous savez ce que je vise? Moi, ce sont les 50% de Français qui s'abstiennent. Parce que pourquoi il y a 50% de Français qui s'abstiennent aux élections européennes? Parce que les Français, ils en ont marre d'avoir des responsables politiques qui ne font pas... Oui, mais pourquoi d'un seul coup, les gens qui s'abstiennent iraient voter pour vous, alors que, comme vous le dites vous-même, on est traités comme des pisciférés et les médias ne parlent pas de vous. D'abord parce que je dis toujours... D'abord parce que je respecte, et quand je dis moi, je ne suis pas seul à décider, nous avons un bureau politique qui décide. Nous ne ferons pas d'alliance, et que ce soit clair et net, avec des gens qui ne veulent pas sortir de l'UE. Voilà. C'est-à-dire l'union des droits, tout ça... Florian Philippot, par exemple, a dit sortie de l'UE, là-dessus. Oui, mais monsieur Florian Philippot, lorsque monsieur Dupont-Aignan a lancé sa liste en juillet de l'année dernière, il s'est tout de suite, il a dit « je soutiens ». Pourquoi monsieur Philippot, d'ailleurs, a dit « je soutiens la liste de Dupont-Aignan qui ne veut pas sortir de l'UE », alors qu'il n'a jamais dit qu'il me soutenait moi et qu'il veut essayer d'avoir une alliance? Mais encore une fois, nous n'avons pas confiance dans des gens qui changent de pied et qui sont prêts d'ailleurs à faire des alliances avec l'union des droites. Nous, ou avec l'union des gauches. Nous, ça n'est pas le problème de l'union des droites ou de l'union des gauches. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut marquer le point, malgré tout. Donc, mais vous savez, vous allez voir le résultat qu'on va faire. Oui, parce qu'il y a énormément de... Laissez-moi juste finir mon propos sur marquer le point. Mais je vous écoute, après on va prendre le temps. Vous dites, je ne vais pas faire des alliances avec n'importe qui. Mais vous-même, vous dites toujours que vous voulez être dans la lignée du général de Gaulle. Le général de Gaulle, quand même, a fait des alliances très très larges. Ce n'était pas des alliances, c'était des gens qui se rassemblaient dans le cadre du Conseil national de la résistance, qui est notre modèle en effet, et qui est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, vous avez l'air de mépriser l'union des droites, mais à un moment donné, il faut bien aller à droite et puis à gauche. Non, parce que ce n'est pas le bon critère. Je n'ai aucun rapport avec M. Bardella ou avec M. Zemmour. Ils sont pour l'Union européenne. Ils sont pour l'Union européenne. Vous avez des rapports avec qui? J'ai un rapport avec le peuple français. Nous allons proposer une liste où il n'y aura pas que des gens de l'UPR. Il y a des gens qui ne sont pas dans l'UPR, qui viennent de droite, qui viennent de gauche. Les gens que j'ai vus hier, par exemple, au Salon de l'Agriculture, qui se contrefichent des alliances d'appareils et qui ont bien compris que ce dont il s'agit maintenant, c'est la survie de la France. Et donc, de ce point de vue-là, des gens qui se fichent éperdument des combinations et avec les uns et les autres, nous voulons faire une alliance de tous ceux qui veulent sortir de l'UE, récupérer notre souveraineté nationale. Oui. Alors, regardez ce qui s'est passé avec le... Alors, je sais bien que les sondages veulent rien dire, mais aujourd'hui, on vous prête 0,5%. À un moment, il faut percer. Comment vous faites pour percer, justement, pour dépasser ces 0,5%? Alors déjà, nous n'avons pas 0,5%, nous avons 3%. Alors, moi, je le sais, j'ai des gens qui sont dans un certain nombre d'instituts. Nous sommes délibérément dévalorisés. Voilà. Vous savez que les sondages actuellement disent, par exemple, que Madame Marie Toussaint, vous savez qui est Madame Marie Toussaint? C'est la tête de liste de EELV. Ah oui. Il y a un sondage Odoxa qui est sorti qui dit que, paraît-il, elle grimpe comme M. Glucksmann. Elle grimpe, Madame Marie Toussaint. Elle grimpe, vous savez, je suis allé voir, elle a une chaîne de télévision, ça s'appelle Marie Toussaint Officielle. Elle a sorti 3 vidéos en 3 semaines. Les vidéos, elles ont fait 120, 180 et 200 vues. Vous avez raison. Bon, nous, on fait des millions de vues. Et on veut nous faire croire que nous, on serait à... Non, mais attendez, on veut nous faire croire que nous, on serait à 0 ou 0,5, alors qu'on a fait 1,2% il y a 5 ans, et que depuis lors, on a un formidable engouement pour notre mouvement. Donc, vous avez perdu des voix quand même entre les présidentielles et les européennes? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. J'avais fait 0,93 à la présidentielle et on avait fait 1,2 aux européennes, avec d'ailleurs un système aussi, pour entrer dans les détails, c'est qu'on a une oligarchie qui balance un certain nombre de candidats, de pseudo-candidats dans les pattes. Voilà, comme par hasard, nous avons des gens qui d'un seul coup apparaissent. Je pense par exemple à M. Francis Lalanne, qui n'a pas d'argent, mais qui tous les 5 ans, d'un seul coup, trouve 800 000 ou 1 million d'euros pour apparaître, et pour en fait apparaître, alors on dit c'est le candidat des Gilets jaunes, c'est pour nous piquer un certain nombre de voix. Voilà, je vois de nouveau, il y a M. Francis Lalanne qui réapparaît. Contrôlée, vous dites. Ce sont des gens, mais vous savez, c'est ce qu'ont fait les États-Unis c'est ce qu'ont fait les États-Unis tout le temps.
Lorsque De Gaulle, ça n'a pas été une vallée de roses. Hein. Ah, ça, c'est certain. Bon, dans les années, les Américains ne voulaient pas de De Gaulle. Ils lui avaient mis dans les pattes l'amiral Darlan. Darlan a été assassiné. Ensuite, ils lui ont mis dans les pattes le général Giraud. Et ensuite, sous la 4e République, il y a eu un certain type qui s'appelait Barachin. Et donc, à chaque fois, on sort des faux opposants pour diviser, pour essayer de morceler l'offre politique. Et moi, ce que je dis ici, si vous me le permettez, c'est que... Voilà. Je dis que... Évidemment, les Français vont voter malheureusement sous hypnose, encore une fois, puisque les grands médias les hypnotisent. Je dis aux Français de bien m'écouter. S'ils votent, par exemple, pour Bardella, si au lieu de faire 23%, il fait 28%, il se passera quoi ? Il se passera que le RN, au lieu d'avoir 22 députés comme en 2019, il en aura 28. La belle affaire. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Rien. M. Bardella, pendant 5 ans, a brillé par son absence au Parlement européen. Il y a une seule personne au RN qui travaille, c'est Mme Virginie Joron. Les autres ne fichent rien. Bon, et nous... D'accord avec cette... Voilà. Il y a 721 députés européens. La France, elle en a 81, c'est-à-dire 11,25%. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les élections, en fait, ne changeront rien, quel que soit le résultat. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas aussi. Attendez, mais si nous avons des députés... C'est-à-dire que si nous, on a plus de 5%... Parce que vous voulez faire quoi à l'Europe puisque vous n'y croyez pas ? mais pourquoi est-ce que les européistes se présentent à la présidentielle puisqu'ils ne croient plus dans la France ? Donc, on se présente à des élections quand elles se présentent. Nous, je peux vous dire que si on dépasse 5%, si on a 5-6 députés, dont je serai, ça va déménager. Vous me connaissez depuis 17 ans. Oui. Bon, moi, ça, vous déménagez. On va faire du Nigel Farage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura la parole, on en profitera. Donc vous voulez faire détruire la Bruxelles de l'intérieur ? Ce que l'on veut déjà, c'est imposer des débats qui n'ont pas lieu. Parfois, vous l'utilisez comme argument contre les autres en disant on ne va pas le faire détruire de l'intérieur, ça ne marche pas comme ça, il faut détruire. Non, mais je ne vais pas détruire de l'intérieur. Si on a 6 ou 7 députés, on ne détruira rien du tout. En revanche, on fera ce qu'a fait Nigel Farage. Pourquoi les Britanniques sont-ils sortis de l'Union européenne ? Parce que vous avez eu un type qui s'appelait Nigel Farage qui a créé un parti, qui a obtenu des députés au Parlement européen, qui ensuite, à chaque fois qu'il avait la parole, faisait des discours sensationnels. Mais il est devenu quoi, lui ? Ah oui, mais attendez, qui ont fait... Mais ça, c'est autre chose, ça, c'est le système électoral britannique. Eh bien, il a appris une telle notoriété et son parti a tellement monté que finalement, David Cameron, le Premier ministre conservateur, qui craignait d'être chassé du pouvoir à cause de cette montée, a été obligé de promettre un référendum, pensant que le référendum serait rejeté par les Britanniques, puis il a eu tort. C'est-à-dire que nous sommes blacklistés des grands médias justement parce que nous n'avons pas de parlementaires. Si demain, imaginons, je fais un rêve, si parmi les 50% de Français qui s'abstiennent, vous en avez 20% qui se disaient « Tiens, je vais aller mettre un bulletin de vote pour l'UPR le 9 juin plutôt que de rester derrière mon ordinateur ou sur mon canapé », je peux vous dire que si à 22h, puisque le vote se termine à 22h, si à 22h02, on apprend que la liste d'Asselineau pour le Frexit, qu'on n'avait pas vu venir, elle fait 22% des voix... Vous avez d'abord imaginé la tête. Ce que vous reprochez aux autres, vous dites les Français sont dans leurs rêves, dans leurs dogmes. Il faut faire de la réelle politique. Mais c'est de la réelle politique. La réelle politique à l'international, c'est pas. Est-ce que c'est pas de savoir jouer des alliances parfois avec des gens avec qui on n'aime pas forcément. Je vous dis que vous n'avez pas laissé terminer. Je peux vous dire que si le soir des élections, on faisait un score très inattendu du style 15, 18, 22%. D'abord, imaginez, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais la gueule de vos collègues de Gilles Boulot ou de Pujadas qui, d'un seul coup, seraient obligés de dire devant la France entière ce type qu'on a caché depuis 17 ans, il fait un score. Certain. Bon, ça, c'est certain. Toute la France rigolerait. Vous avez tout le système de censure qui s'effondrerait dans la minute. C'est ce que souhaitent les Français. Les Français n'en peuvent plus de cette chape de plomb. Oui. Et puis, par ailleurs, ce sera un événement non seulement national, mais européen et même international. Parce que le pays fondateur... ça va changer, les 4 députés dont vous parlez? D'abord, ça sera 6. Mais déjà, ça fera que nous serons obligés d'être invités dans les grands médias. Nous imposerons le débat qui n'a nous imposerons le débat qui n'a pas lieu en France. En France, tout est fait pour qu'on ne débatte jamais de la sortie de l'UE. Or, c'est un débat qui se développe partout, qui se développe en Allemagne, en Pologne, en République tchèque, aux Pays-Bas, en Italie, etc. Donc, de toute façon, l'histoire est dans notre sens. De toute façon, ce débat aura lieu. Juste une dernière question. Vous n'avez pas peur que finalement, vous, François Asselineau et d'autres qui se disent souverainistes malgré tout, eh bien, vous fassiez tous des scores en dessous de la possibilité donc de gagner des députés et que ça se termine comme ça l'histoire et que finalement l'invisibilisation elle serait là? Mais non, parce que, écoutez,
je vois comment actuellement on a énormément de gens qui nous rejoignent, etc., et qui nous sont très satisfaits de voir que nous tenons toujours la route. Nous ne ferons pas d'alliance avec des gens qui veulent rester dans l'Union européenne. C'est clair. C'est pour ça d'ailleurs que les Français de plus en plus nous rejoignent. C'est parce qu'ils se disent, avec M. Asselineau, on sait ce qu'on a et on sait ce qu'on n'aura pas. Donc moi, je tiens mes promesses. J'ai créé un parti politique pour rendre aux Français leur souveraineté et leur indépendance nationale. Nous allons faire une liste. Sur cette liste, il y aura un certain nombre de personnes qui ne sont pas à l'UPR. Je pense que vous aurez quelques surprises. Nous allons faire des alliances. C'est quoi les surprises? Ah bah attendez, de toute façon, les listes... un petit cadeau pour Toxin. Non, les listes, elles doivent être soumises elles doivent être déposées entre le 6 et le 17 mai. Non, mais dites-nous la couleur de la surprise. Des gens qui viennent de différents horizons et qui se retrouvent, c'est pas forcément des très grandes, mais des gens qui se retrouvent dans cette volonté que les Français se rassemblent provisoirement. La première lettre du nom. Non, arrêtez, vous ne me ferez pas dire. Non, mais qui se retrouvent provisoirement au-dessus du clivage droite-gauche, ce que fut le Conseil national de la résistance. Parce que c'est trop grave. Ce qui est en cause en ce moment, c'est pas la droite, c'est pas la gauche, etc. C'est la disparition, de notre pays. Vous misez sur combien alors pour les élections? Déjà, si on dépasse 3%, nous sommes remboursés. Si on dépasse 5%, nous avons des premiers députés et on a à peu près un député par pourcent. C'est-à-dire si on fait 7%, mais ça, on aura 7 députés. les règles, mais vous pensez faire combien? Ça, on verra bien. Eh bien, affaire à suivre, François Asselineau. Merci infiniment. Je rappelle, candidat, ça on l'a bien compris, aux élections européennes et président de l'UPR, l'Union populaire et républicaine. Merci à vous tous. Record battu total, 5700 auditeurs ici en direct. Et puis, merci aussi d'avoir signé cette pétition. D'ailleurs, je tiens à vous le signaler. Nous avons lancé une pétition, François Asselineau, concernant la liberté d'expression, pour défendre notre liberté d'expression. Vous dites être invisibilisé. Justement, on parle de ça. Et on a lancé une pétition pour cela. Donc, merci à vous tous de la relayer. Et nous avons désormais 6000 signataires de cette pétition. Évidemment, il faut faire beaucoup plus. Je suis comme François Asselineau. J'ai un rêve, moi aussi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Et merci à vous tous sur Toxin. Demain, nous recevons Éric Zemmour. Vous voyez, on change de cap. Éric Zemmour au bistrot avec les agriculteurs. C'est une émission spéciale. On vous dira à quelle heure elle sera diffusée. C'est pas exactement le matin, un petit peu plus tard, parce que comme on va boire un petit peu de vin, on fera ça un petit peu plus tard dans la matinée. Allez, à demain.